Auteur de près de 200 romans dont un quart puise son histoire dans la terre vosgienne, Pierre Pelot est sans doute le meilleur ambassadeur des Vosges, un pays qu'il connaît dans les moindres recoins de son histoire et qu'il ne quitte que rarement. Voyageur immobile, comme certains le disent, il a traversé néanmoins tous les styles et les époques, du western à la science-fiction, du fantastique au roman noir. Amoureux des mots, il fait revivre ceux qui tombent dans l'oubli, indien dans l'âme, des apparences de cow-boy, fidèle aux siens et à sa terre. Ne cherchez pas à savoir qui est Pierre Pelot, il appartient au vent qui souffle sur les cimes des Vosges. Aux antipodes des valeurs de Maurice Barrès, Pierre Pelot refusera le prix du même nom pour son roman L'Ange étrange et Marie McDo aurait préféré le prix Marsupilami, qui reste encore à inventer. Dans son dernier roman La montagne des bœufs sauvages, Pierre Pelot dévoile un pan de sa vie et sa raison d'être, celle de raconter les histoires. Parallèlement, Pierre Pelot travaille pour le cinéma et la télévision et s'adonne à la peinture. L'endroit ne dit pas volontiers son nom, ses origines, il faut demander, il faut chercher, apprendre, fouiller, il faut vouloir savoir. Bonjour et bienvenue entre les lignes. Cet extrait que vous venez d'entendre est tiré de La montagne des bœufs sauvages de Pierre Pelot, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Pierre Pelot, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être là, d'autant qu'il semblerait que vous ne quittez pas souvent vos Vosges. Alors il faut vouloir savoir. Les Vosges n'ont pas un meilleur ambassadeur que vous, alors pour les célébrer, ainsi que les gens qui y habitent. Alors est-ce que les Vosges vous possèdent ? Vous êtes possédé par les Vosges ? Fatalement, quelque part, un petit peu, oui, j'y suis né. J'ai poussé, j'ai grandi, et puis j'ai pas ressenti à aucun moment l'envie de m'en aller. Donc il doit y avoir quelque chose sous roche. Il y a anguille sous roche du côté des racines, quoi. Oui, bien sûr que... Mais ça se fait très naturellement, hein, très normalement. Je ne pense pas être pour autant ni un ambassadeur. Mais il y a un sentiment d'appartenance très fort. À une terre, oui. Oui, à une terre. Et on a l'impression que vous appartenez plus à la terre qu'elle ne vous appartient. Oui, forcément, oui. Forcément, ouais. Oui, à une terre, même pas à un territoire, à un endroit, quoi, à une sorte d'endroit, à une montagne, à une façon de montagne. Alors, vous dites aussi, vous avez 15 ans, assis au bord de la rivière, et vous savez ce que vous voulez. Oui. En fait, alors, comment naît une telle certitude ? Comment est née cette certitude ? Oh, je savais surtout ce que je ne voulais pas. C'est-à-dire ? Pas devenir ce qu'on préconisait pour moi, comme pour d'autres, hein, d'ailleurs, poser sur des rails et s'en aller vers le travail à l'usine, vers de tissage, les tissages qui étaient les industries du coin, quoi. Et puis, ou alors les artisans du coin aussi, ça, quelque part, ça, c'est pas que je dénigrais ni que je trouvais ça moins bien qu'autre chose, mais c'était pas fait pour moi. Donc, et puis me sentir coincé aussi sur des rails, donc encore une fois, et dans des lignes comme ça. Je savais que c'était pas pour moi et je savais que je voulais continuer quelque part. Comment dire je pense que j'ai jamais grandi vraiment, quoi, à ne pas quitter l'enfance non plus, qui fait qu'on se raconte des histoires, qu'on les vit par l'intermédiaire des livres, éventuellement pour le cinéma aussi. Je voulais pas quitter tout ça, quoi. Et je voulais trouver un moyen de ne pas m'en échapper. C'est paradoxal, parce que tout en m'en enfuyant d'autre part, quoi. D'une autre manière. Et c'est là que vous avez dit, vous serez écrivain ? C'est là que j'ai eu envie de dessiner, surtout, d'abord. Mais c'était déjà raconter des histoires. Je voulais faire de la peinture, je voulais faire du dessin. Et encore une fois, c'est déjà raconter des histoires. Donc, et je voulais faire ça à tout prix. Alors, la montagne des bœufs sauvages, c'est 3 mots celtes, donc composent à l'origine le nom, alors, Vouguerous, est-ce que je le dis bien ? Je ne sais pas, mais je vous fais confiance. Oh, ça vient de vous, hein, ça. Oui, je l'ai trouvé écrit, moi. Oui, alors Vouguerous, ça veut dire... Ça, on va chercher. Non, mais je vais vous le dire. Vous, bœuf, ouais. Ouais, c'est ça. Gaze sauvage et ous, montagne, ous, montagne. Ou sur la hauteur. Quoi. Alors, c'est par cette explication donc, de l'origine du mot Vosges que vous entamez ce livre, qui est dédié aux fantômes et compagnies d'existence. Alors, je vois le résumé donc, de ce livre. C'est fait de beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, et c'est pas une autobiographie, pas tout à fait, mais en partie quand même, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est fait de souvenirs, c'est fait personnel, c'est fait de paysages, c'est fait de personnages personnels aussi, donc qui m'entourent, pour raconter, pour parler d'une région, des Vosges en l'occurrence, donc,
Et je n'ai pas trouvé mieux ni meilleure façon de le faire que de parler des personnages qui y vivent, des gens qui y vivent, que j'ai connus, alors, qui sont devenus fictifs par moments, parce qu'on s'inspire toujours de personnes qui nous entourent, ou qui ne le sont pas d'ailleurs. Mais tout ça vient au départ d'une demande que m'a faite Michel Lebris, qui dirige la collection dans laquelle c'est paru, et qui met une collection qui s'appelle Étonnant Voyageur, et donc qui se transporte à travers le monde partout, et qui m'a dit « Mais pourquoi toi, le grand voyageur, pourquoi est-ce que tu ne nous raconterais pas tes Vosges à toi ?» Et j'ai trouvé, ma foi, que c'était une très bonne idée. Et quand il m'a demandé ça, j'ai acquiescé et abondé en son sens tout de suite, et je me suis mis, quoi. Donc, c'est fait de tout ça. C'est fait il y a des fictions, c'est des nouvelles aussi, quelquefois, mais des nouvelles qui parlent du lieu, qui parlent de l'endroit et qui parlent des gens qui y vivent. Et puis, c'est mes souvenirs, quoi. C'est ma partie d'enfance, cette fameuse partie et cet état que je n'ai pas voulu et que je n'ai pas quitté. On en parlera encore tout à l'heure de ça. Alors, vous dédiez ce livre aux fantômes et aux compagnons d'existence. Ouais. Alors, les fantômes, Apolline ? Par exemple, entre autres, oui. Mais c'est tous les gens qui partent et qui ne partent pas, finalement, et qui restent là, quoi. Parce que c'est quand même très embêtant au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin-là. Des compagnons vous abandonnent aussi. Donc, c'est ce qui fait les souvenirs aussi. Mais les gens s'en vont. Les gens s'en vont, quelques-uns ne reviennent jamais, sauf sous forme de fantômes. Je crois beaucoup aux fantômes, aux souvenirs des gens qu'on peut avoir. Apolline, justement, elle est très présente encore dans ce livre. Il faut rappeler que c'est l'héroïne de votre livre, C'est ainsi que les hommes vivent. Ouais. Et Apolline, c'est qui pour vous ? C'est un personnage formidable. C'est un personnage merveilleux. C'est peut-être le plus intéressant de tous les personnages féminins que j'ai pu raconter. Donc voilà, donc elle ne me... Quand le livre a été terminé, quand l'écriture de ce livre dans lequel elle est mise en scène a été finie, j'ai été, moi, plongé dans une profonde désespérance parce que c'est un gros livre, parce que j'avais des personnages que j'abandonnais, qui s'en allaient, qui étaient d'une certaine manière morts et qui disparaissaient. Donc j'ai été d'une grande tristesse pendant un moment, jusqu'à ce que cette histoire-là devienne un livre, devienne le livre que c'est, et que des gens le lisent et que des gens m'en parlent. Et à ce moment-là, quand on m'en a parlé, les personnages qui avaient disparu, que j'avais vus s'éloigner, moi, sont revenus. Et m'ont pu quitter. Apolline est avec moi depuis toujours, depuis cet instant-là, tout le temps. Donc elle fait partie des fantômes favoris. De là aussi, d'ailleurs, son compagnon aussi. Il y en a quelques-uns comme ça qui demeurent, quoi. Et ils sont à la même place, à l'exacte place des véritables vivants, j'allais dire, qui un jour sont partis aussi. Votre père, votre fantôme ? Oui, par exemple, oui. Mais il est revenu aussi. Un jour des gens s'en vont, donc voilà. Et puis vous passez un certain temps de votre existence, vous, à attendre une chose, c'est que la porte s'ouvre et qu'ils reviennent, quoi. Jusqu'à comprendre que les portes, ça ne s'ouvre jamais sur ce genre de retour. Et donc il faut attendre, je pense. Mais il y a d'autres retours d'une autre forme qui se produisent. Oui, lui, il en fait partie. Ouais. Les vivants, est-ce que les morts sont plus importants que les vivants ? C'est pareil, presque. Mais non, non, je viens c'est pas tout à fait pareil. Certains vivants, oui, sont très importants, bien sûr, et heureusement. Alors vous parlez de l'histoire des gens d'ici, donc des Vosges, des gens d'avant, des gens de maintenant. En fait, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, c'est un livre où se rejoignent la fiction, la réalité, et vous, votre histoire personnelle. Bien sûr, parce que j'ai des souvenirs, je me suis attelé aussi. Il faut y arriver, quoi. Je ne pensais pas le faire de cette façon-là au début, mais des souvenirs très personnels surgissent au fur et à mesure que la mémoire est mise en route. Et tout à coup, le temps est aboli. Et là aussi, les fantômes ont quelque chose à voir. Ah, voilà, non. Mais c'était le moment de parler un petit peu de vous, parce que vous ne le faites dans aucun des livres, et là, c'est la première fois. Ou alors, en tout cas, on le fait de façon très détournée, quoi. Voilà, mais là, c'est vraiment... Là, oui. On vous découvre. Pourquoi, maintenant ? Alors, pourquoi, je ne sais pas. Parce que peut-être, c'est pas ce genre de... évidemment, ce genre de choses, on ne peut pas le faire quand on est au début du chemin. Et je ne suis peut-être pas encore tout à fait à la fin, mais j'ai fait déjà un bon bout de chemin. Donc peut-être qu'il faut un parcours certain avant de s'engager dans ce genre de réflexion et de souvenirs, quoi. Et les souvenirs,
C'est une belle invention finalement, le souvenir, parce que ça abolit le temps et ça fait que le présent demeure très très longtemps, quoi. Mais pour ça, il faut avoir marché un peu. Alors que font les histoires quand elles ne sont pas racontées? Tombent-elles dans l'oubli comme certains mots, certains gestes aussi, ceux d'un savoir-faire oublié ou en voie de l'être? Écoutez. Il fait bleu et trembler d'un soleil à mûrir les épis, que jadis on battait en bled et qu'au moulin des abbesses on broyait en farine pelotée ensuite dans la panse des pétrins de bois blanc pour en tirer le pain à cuire au feu muré par les briques de four. On voudrait tant que ces gestes-là ne changent pas, qu'appris et formés de toujours, ils demeurent. Qu'ils soient comme la pluie ou la neige, ou le gel ou le givre qui glace les genêts, comme les rosées qui perlent aux toiles d'araignée tendues dans le sainfoin, comme les odeurs qui tournent elles aussi avec les effluves du temps, autour des gestes et de ce qu'ils font. Alors vous avez la nostalgie des gestes éteints. Est-ce que vous êtes un homme du passé? Non, je crois pas, hein. J'aime bien m'en souvenir, mais bon, la présence demeure, quoi. Est-ce que je suis en train d'essayer de me demander ce que ça signifiait pour moi, nostalgie? En tout cas, c'est pas un truc triste. C'est pas du tout... si la nostalgie, c'est aussi quelque chose de gentil et de gai, je veux bien, ouais, parce que ça m'aide presque, quoi. Ça me nourrit presque, voilà. C'est une nourriture... Oui, parce que quelque part, vous êtes quand même assez high-tech, parce que quand on va sur votre site, c'est quand même assez impressionnant. Et d'autre part, vous faites vous-même votre four à pain, donc vous répétez des gestes. Des gestes. Oui, ben voilà, c'est une histoire de temps, tout ça, quoi. Il faut l'abolir un petit peu. C'est comme au niveau de la langue, hein, c'est comme au niveau du... J'allais y revenir là, sur la langue. Voilà. Donc moi, en écrivant ce gros livre dont on parlait tout à l'heure, j'ai découvert, j'ai pas redécouvert, j'ai découvert ce que pouvait être ma langue, la langue française et la vieille langue française, l'ancienne. Et vous faites revivre les mots anciens. Et c'est tellement beau que ça mériterait d'être présent, quoi, tout le temps. Les mots, oui, les mots dits anciens et oubliés, obsolètes. C'est pas une quête d'éternité, un petit peu tout ça aussi, le fait de ne pas vouloir que la langue meure? Ben, c'est faire des sauvetages alors peut-être. Mais... Des perfusions. Ah non, j'ai découvert des trésors, quoi. Et au pire, j'aimerais bien les partager. Mais vous allez les chercher, Dans des dictionnaires. Le dictionnaire est une très belle invention. Et mais donc, alors des dictionnaires, parce que moi j'ai regardé dans mon dictionnaire, mais je ne trouve pas, il y a plein de mots que je n'ai pas retrouvés. Des vieux dictionnaires du XVIIe, XVIIIe siècle, ça existe, quoi. C'est un vrai travail de recherche. Moi, j'ai beaucoup fonctionné sur un supplément du dictionnaire de l'Académie française de 1800 et des poussières, où le supplément en lui-même avait cette taille-là, quoi, était épais comme ça. Donc, et là, il traitait de tout l'ancien langage. L'ancien langage, ça veut dire ce qui arrive directement du français moyen, quoi, du moyen français. C'est fabuleux. Oui, c'est fabuleux, mais c'est vrai que quand on vous lit, il y a une richesse de vocabulaire incroyable. Le truc dans cet ancien langage, il y a une magie quelque part, parce que les mots, évidemment, vous découvrez des mots que vous n'avez jamais entendus prononcés, ni dans les conversations normales, ni souvent jamais lus. Donc le mot découvert, dans une phrase, contient son sens. Vous comprenez un truc que vous n'avez jamais lu, et vous comprenez. Voilà, parce qu'il contient vraiment, il est chargé de tout ça, de son sens, et ça, c'est magnifique, quoi. Alors, vous êtes un homme qui a le sens des valeurs. Récemment, vous avez refusé le prix Maurice Barrès pour votre roman L'Ange étrange et Marie McDo. Oui. Pourquoi? Parce que je ne voulais simplement pas être associé au nom de ce monsieur, qui représente pour moi, sous la plupart de ses côtés, peut-être pas tous, mais tout ce que je déteste profondément. Donc, voilà. C'est un luxe de refuser non, ça me paraît la moindre des... Enfin, moi, ça me paraissait évident, quoi, c'est normal. Je ne voulais pas du tout que mon livre et mon titre de livre soient associés à ce nom-là. Alors, j'ai vu aussi le jour où il y aura un prix Marsupilami. ça, c'est celui que vous accepterez. Alors, j'attends. C'est le titre du dernier chapitre de votre livre, touchant, émouvant. Enfin, moi, c'est celui qui m'a le plus touchée. Et de toute beauté, vous y définissez le sens du mot « devenir » et vous expliquez votre raison d'être là et pas ailleurs. Devenir écrivain, c'est primordialement faire connaissance. Ça n'en finit pas. C'est se creuser jour après jour, perdre ses forces au fur et à mesure qu'on en gagne.
à la fois dedans et dehors, avec et sans. Or la loi, sur qui nulle avis de recherche ne se penche, pour la capture de qui nulle récompense n'est accordée. Écrire, c'est autant donner pour survivre que lire et prendre pour vivre, à la béquée ou bien voracement, selon le style. Et vous, c'est voracement, à la béquée? Selon le style, parce que ça dépend vraiment, ça dépend du moment aussi. Mais j'aime autant l'un que l'autre. Hein. Ça pencherait quand même quelque part du côté de voracement. Alors, j'ai lu récemment une phrase de Jean-Marie Clésio qui disait qu'il a été interrogé sur l'utilité de la littérature. Alors, il disait la littérature n'est pas faite pour guérir les mots MAUX, mais pour donner des mots de tête. Alors, l'écrivain n'invente pas et les écrivains forment une sorte de tambour dont la mission est d'écouter et de raisonner. Leur objectif ne devrait pas être d'inventer, mais de raconter. Qu'en pensez-vous? J'aurais bien aimé dire ça. Je pense qu'il a diantrement raison pour une grande partie de la chose, oui. Ouais. Vous reconnaissez dans cette façon de... Ouais, j'aurais pas eu le talent de le dire comme ça, mais oui. Ah oui, ça touche vrai. Donc, parce que vous aussi, vous dites, vous cueillez les histoires, donc ça vous donne des mots de tête à vous aussi? Quelquefois, hein, c'est pas toujours facile. Quelquefois, ça les enlève de tout aussi, quand même. Mais on les cueille, quoi. On ne fait que ça. On fait, je le disais, je l'ai dit souvent, mais on les attrape, les histoires. C'est un devoir d'être le métier d'écrivain. On est peut-être fait pour ça. On est peut-être destiné à ça. Ça, c'est des grands mots, hein, mais peut-être que notre place est là. Notre place est là pour accueillir ces histoires-là qui passent, quoi. Le style Pelot, est-ce qu'il y a un style Pelot? Je ne sais pas. Sûrement, parce que tellement de gens me le disent que sûrement, oui. Mais pour le définir, moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est bien écrire. C'est que la musique que je joue soit agréable à entendre. Parfois, moi je détecte parfois des pointes de cynisme. Sur le contenu, alors sur ce que raconte le style. Oui. Sûrement, oui. Ça dépend de l'humeur, ça. Non, mais en plus, il y a de l'humour, du cynisme. Enfin, il y a un petit peu un mélange de tout ça. Mais ça dépend. Vous savez, on se lève quelquefois les matins, ça ne va pas, quoi. Puis d'autres fois, c'est tout à fait joyeux, automatiquement. Donc, ouais, mais c'est bien qu'il y ait tout ça, en fait. Au moins, c'est pas plat. C'est sûr, là, c'est loin d'être plat. Alors, nous arrivons tout doucement au terme de cette émission. Alors, j'ai envie de dire à tous... Laissez-vous séduire par la montagne des bœufs sauvages. C'est tellement bien écrit. Alors, c'est une très belle rencontre avec un lieu et Pierre Pelot. Alors, c'est aux éditions Aubec, je ne sais pas comment vraiment... Aubec, oui. Aubec, oui. Aubec. Alors, merci Pierre Pelot d'avoir accepté cette invitation et merci à vous de nous avoir suivis. Alors, encore un dernier exercice, c'est... d'écrire l'entame de votre prochain roman qui porte déjà un titre. Ça s'appelle Maria. Sorti au mois de janvier. D'accord. Merci beaucoup Pierre Pelot. C'est moi. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt entre les lignes, bien sûr.